Dans cette capsule-ci, on va aborder le chapitre 6 qui va traiter du courant électrique. Donc, ça va être un chapitre important puisque le courant, en fait, c'est à la base du fonctionnement d'à peu près tous les appareils électriques et électroniques qu'on connaît. Donc, le courant, en fait, c'est le déplacement des charges habituellement dans des conducteurs ou encore peut-être dans des semi-conducteurs. Alors ici, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est que le courant électrique. On l'a déjà vu un peu en laboratoire, on l'a déjà défini un petit peu, mais on va le refaire ici. On a une petite animation qui nous présente ici un fil de cuivre de section circulaire. Donc les cercles qui sont ici représentent les atomes de cuivre qui ne peuvent pas se déplacer. Donc les atomes sont fixes dans le matériau et les petits cercles bleus représentent les électrons. Les électrons, eux, peuvent se déplacer. En fait, dans un métal comme le cuivre, les atomes comportent plusieurs électrons, mais la plupart de ces électrons-là sont fortement reliés au noyau atomique et ne peuvent pas quitter l'atome. Il y a seulement quelques électrons, qu'on appelle les électrons de conduction d'ailleurs, qui peuvent vraiment se déplacer facilement d'un atome à l'autre. Alors dans un métal comme le cuivre, il y a environ seulement un électron par atome qu'on considère comme libre de se déplacer. Donc cet électron-là, il n'est pas fortement relié au noyau atomique, puis il peut facilement passer d'un noyau à l'autre, d'un atome à l'autre, si vous voulez. Donc, il peut se déplacer facilement dans le métal. C'est pour ça d'ailleurs que le cuivre est un bon conducteur, parce qu'il y a des électrons comme ça qui peuvent se déplacer. Par comparaison, dans un isolant, les électrons ils sont fortement liés au noyau atomique, tous, et donc il n'y en a aucun qui peut se déplacer pour passer d'un atome à l'autre. Donc, nos électrons ici se déplacent dans l'animation vers la droite. On va définir le courant comme ceci. Donc, le symbole du courant, ça va être un I. Euh, on dit que c'est la charge nette par unité de temps. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on coupe de manière virtuelle, si on veut, le fil, ce qu'on appelle une section droite. Donc, c'est une coupe du fil. Et on va compter le nombre d'électrons qui passent par unité de temps. En fait, c'est la charge par unité de temps qu'on devrait compter. Donc, si on veut, on pourrait dire, on compte le nombre d'électrons, on multiplie par la charge de l'électron pour avoir des coulombs, puis ensuite on divise par le temps qu'on a pris pour compter ça. Donc, ça, c'est le courant, la charge par unité de temps. On dit la charge nette ici. Pourquoi la charge nette? Parce qu'en réalité, on va voir un petit peu plus loin que les électrons, ils ne se déplacent pas comme ça d'une manière très fluide, tous au complet vers la droite dans la même direction avec la même vitesse. En réalité, les électrons ils ont un mouvement très chaotique. Un électron donné va aller vers la droite, ensuite vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Il ne va pas arrêter de se déplacer, donc il va traverser cette section-là plusieurs fois. Il peut traverser 10 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. Donc en réalité, la charge nette, ça va être juste 1 à ce moment-là. Donc, on compte le nombre d'électrons qui sont passés, mais s'ils repassent dans l'autre direction, on les soustrait. Donc, la charge nette par unité de temps. Alors, les unités, on en a déjà parlé en laboratoire, ça va être des ampères. Donc, le A majuscule, c'est pour ampère. Et un ampère, c'est donc un coulomb qui traverse notre fil par seconde. Ici, on pourrait dire que ça serait le courant moyen. Si jamais le courant varie, on va plutôt utiliser la dérivée. Bien sûr, on va calculer encore le nombre de charges par unité de temps, vous voyez dQ dt, sauf que on prendrait la dérivée puisque le courant varie, ça peut arriver. Donc à ce moment-là, ça va être dQ dt. Vous remarquez qu'on a mis des valeurs absolues aussi dans les deux cas. Le courant est toujours positif, donc il n'y a pas de signe, il n'y a pas de courant négatif. Le courant, c'est toujours la valeur absolue donc, du courant. Par contre, ça ne nous empêche pas de pouvoir indiquer dans quelle direction le courant se déplace dans un fil, dans un circuit électrique, par exemple. Mais le courant lui-même, c'est toujours un scalaire puis une valeur absolue. Ici, je voudrais parler avec cette animation-là du sens du courant. Alors, ce que je veux expliquer ici, c'est, bon, d'abord en haut ici, vous avez le symbole d'une pile. Dans le symbole d'une pile, la longue barre est toujours le côté positif, comme on l'indiquait ici, de la pile, puis la petite barre, c'est le côté négatif. Je vous disais tantôt, c'est les électrons qui se déplacent. Donc, si c'est les électrons qui se déplacent, c'est les charges négatives. Donc, les électrons vont de la borne négative, se déplacent comme ceci, et reviennent à la borne positive. Donc, dans notre composante ici, qui peut être une résistance par exemple, les électrons se déplacent de gauche vers la droite. Alors, les électrons sont représentés ici par les petites boules rouges, justement. Donc, vous voyez, la boule rouge, on va attendre un petit peu, elle recommence ici, elle arrive,
Et si je suis une boule, elle va venir ici. Ensuite, ça va continuer, elle va finir par se déplacer ici. Donc, vous voyez, la boule se déplace vraiment de gauche à droite. Par contre, maintenant, si on regarde les trous, alors vous voyez, le trou se déplace vers la gauche. En réalité, le trou ne se déplace pas, évidemment. Mais le mouvement des électrons donne l'illusion, en quelque sorte, que le trou qui est ici se déplace vers la gauche. Alors, on peut dire que les électrons se déplacent vers la droite, mais on pourrait tout aussi bien dire, ça devient équivalent, que les trous se déplacent vers la gauche. Alors, dès qu'il y a une charge négative qui se déplace vers la droite, ça donne un trou qui se déplace vers la gauche. Donc, c'est comme si les atomes de cuivre, même s'ils ne se déplacent pas réellement, se déplaçaient vers la gauche. Et c'est ça qui va être le sens du courant, ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Donc, on va dire que le courant se déplace du plus vers le moins dans un circuit électrique, même si on sait bien que les électrons se déplacent du moins vers le plus. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, dans le passé, quand on a commencé à travailler sur les circuits électriques, qu'on a défini le sens du courant du plus vers le moins, on ne savait pas encore à l'époque que c'était les électrons qui se déplaçaient, que c'était les charges négatives qui se déplaçaient. Donc, on a décidé tout simplement que ça allait être le sens des charges positives. Maintenant, on sait que c'est les charges négatives qui se déplacent, mais on a gardé quand même le même sens pour le courant. Une loi importante pour les circuits électriques, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Alors, la loi des nœuds, c'est la suivante. C'est, imaginons qu'on a trois fils électriques qui sont en contact ici. On peut définir les courants I1, I2 et I3 comme étant les courants qui circulent dans ces différents fils-là. Vous remarquez qu'ici, on a pris un I majuscule pour le courant. Tout à l'heure, j'ai pris un I minuscule. En fait, ça dépend des volumes puis des hauteurs, mais on voit les deux très souvent pour le courant. Dans notre volume, la France, il utilise le I minuscule. Qu'est-ce que c'est que la loi des nœuds? Ça dit simplement que lorsqu'on a un nœud, c'est-à-dire ici une jonction entre deux fils et plus, mais à ce moment-là, la somme des courants entrant dans le nœud va être égale à la somme des courants sortants. En fait, ça vient, on pourrait dire, de la conservation de la charge. C'est-à-dire que comme un courant, c'est une charge qui passe par unité de temps, ben, imaginez que j'ai 10 électrons qui arrivent dans le nœud qui est ici par seconde. Ben, il faut qu'ils sortent 10 électrons par seconde. Ces électrons-là ne peuvent pas s'accumuler à la jonction, sinon on finirait par avoir une charge négative, puis ils se repousseraient, puis les électrons s'en iraient. Donc en fait, comme ils ne peuvent pas s'accumuler, si j'ai 10 électrons qui rentrent par seconde, il faut que j'en ai 10 qui sortent par seconde aussi. Donc je pourrais en avoir 6 ici, puis 4 ici, ou 7 ici, puis 3 ici, peu importe, mais le total des deux va donner 10. Alors c'est tout simplement ça, la loi des nœuds dans un circuit électrique. On peut faire un petit exemple ici donc c'est le tester votre compréhension 6.1 que vous avez dans le volume. Donc vous voyez ici on a plusieurs fils électriques avec plusieurs jonctions. Et puis là on nous pose, on nous dit indiquer la valeur et le sens du courant I dans le conducteur vertical. Donc ici en bas, on a un conducteur vertical. Ça serait quoi le courant qui va circuler dans ce fil-là? Alors on utilise la loi des nœuds. On dit, bon, j'ai un nœud ici justement, parce que j'ai un 0.4 ampère qui va arriver ici, qui va donc rentrer dans le nœud. Il faut donc que j'ai 0.4 ampères qui sortent. Ou il faut que le total, en tout cas, des courants qui rentrent dans le nœud soit nul. Donc là, le problème, c'est que je ne sais pas j'ai combien dans cette partie. Donc, je m'en viens à l'autre nœud. Donc ici, on a un autre nœud. Et dans ce nœud-là, on a 0.5 ampères qui rentrent, puis 0.2 qui sortent. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir aussi un 0.3 ampère qui sort. Donc, ici, dans cette portion de fil-là, il faut qu'on ait 0.3 ampères dans cette direction-là, donc vers la droite. Ensuite, on peut revenir à notre nœud qui nous intéresse. On sait maintenant qu'on a 0.3 ampères vers la droite, donc qui rentre dans le nœud. Un autre 0.4 ampères qui rentre dans le nœud. Ça nous fait donc 0.7 ampères en tout qui rentre. Il faut donc que j'ai 0.7 qui sort. Donc, mon courant I ici, ça va être 0.7 ampères qui va aller vers le bas dans le fil en question. Ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à voir de quoi dépend le courant électrique. Donc, on va essayer de calculer à partir d'un petit modèle microscopique quel serait le courant qu'on mesurerait dans un fil. Donc ici, je vais définir d'abord ce qu'on appelle la vitesse de dérive. Donc VD, la vitesse de dérive des électrons.
Ici, il faut faire la différence entre la vitesse de dérive et la vitesse réelle des électrons, donc la vitesse vectorielle. Prenons un électron. Cet électron-là, comme je disais tout à l'heure, va avoir un mouvement très chaotique. Il va faire toutes sortes de mouvements comme ça. Et ça, c'est en raison de la chaleur, tout simplement. On dit que c'est un mouvement thermique. Vous savez que, par exemple, dans l'air qui nous entoure, il y a des molécules, oxygène, azote, et ces molécules-là sont en mouvement à cause de la température. Donc, les molécules oscillent et n'arrêtent pas de bouger dans l'espace. Les électrons de conduction, des électrons libres dans un conducteur font la même chose. En raison de la température, ils ont de l'énergie cinétique, donc les électrons vont bouger sans arrêt. Pourquoi ils changent de direction? C'est qu'ils rentrent en collision avec des atomes, donc ils changent de direction puis ils font un mouvement comme ça. Ce mouvement-là ne contribue pas du tout au courant, parce qu'en moyenne, le mouvement d'électrons, le mouvement thermique, la vitesse moyenne est nulle. J'ai autant d'électrons qui se déplacent vers la droite que vers la gauche, que vers le haut, que vers le bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le déplacement net des électrons. Donc ici, par exemple, mon électron il est parti d'ici. Il a fait toutes sortes de mouvements, mais il a fini par se déplacer jusqu'ici. Donc il y a eu un véritable mouvement net vers la droite. Il est parti d'ici. Il a parcouru cette distance-là jusqu'ici en un certain temps. Alors si je fais la distance, ou plutôt le déplacement sur le temps, là, je vais avoir ce qu'on appelle la vitesse de dérive. Mais le déplacement, évidemment, je considère seulement la distance entre la position finale et la position initiale. Et ça va me donner la vitesse de dérive de cet électron-là. En réalité, j'ai même considéré ici un électron individuel. Pour avoir ce qu'on appelle la véritable vitesse de dérive, il faudrait faire la moyenne sur l'ensemble des électrons de mon fil pour avoir donc la vitesse de dérive moyenne des électrons. Ici, on a représenté deux flèches en bleu. La flèche du bas représente le courant. Alors, si l'électron se déplace vers la droite, ça veut dire que mon courant est vers la gauche. Comme on disait tout à l'heure, c'est le sens conventionnel du courant électrique. Et l'autre flèche représente le champ électrique. Parce que pour que les électrons se déplacent en moyenne vers la droite, il faut qu'il y ait un champ électrique vers la gauche, puisque les électrons, c'est des charges négatives, donc ils sont attirés vers le sens opposé du champ électrique. Alors je dois donc avoir un champ électrique vers la gauche dans mon fil électrique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver comment varie le courant ou comment on peut exprimer le courant en fonction de la vitesse de dérive des électrons. Donc, je reprends un schéma qui ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure, un fil de section circulaire. Cette fois-ci, on définit deux choses. A, ça va être l'aire de la section. Justement, si on coupe le fil perpendiculaire à lui-même, ça va donner ici une surface de section A. Dans ce cas-là, ça serait un disque, donc on pourrait même le calculer en faisant pierre carrée, par exemple. Ensuite, mes électrons, comme je disais tantôt, ont un mouvement aléatoire, mais ce qui va nous intéresser, c'est seulement le résultat du mouvement des électrons, la résultante, qui est le déplacement net des électrons. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va supposer que les électrons de conduction, donc ceux qui sont libres de se déplacer, se déplacent à la vitesse de dérive. Donc ici, par exemple, j'aurais une vitesse de dérive vers la gauche pour mes électrons. Donc, je peux considérer qu'en moyenne, c'est comme si tous mes électrons de conduction se déplaçaient vers la gauche avec une vitesse qui est notre vitesse de dérive. Supposons maintenant que je pars mon chronomètre, puis je l'arrête au bout d'un certain temps. Mes électrons, comme ils se déplacent tous à la vitesse de dérive, ils vont parcourir toute la même distance, et cette distance-là, je l'appelle D. Donc, c'est celle qui est en haut. Autrement dit, si je prends un électron qui est juste ici, cet électron-là, il était, mettons, sur cette surface-là, ben, durant le temps que j'ai chronométré, il s'est déplacé, puis il est rendu ici. Donc, il a parcouru la distance D. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres électrons qui sont à sa gauche, celui-là par exemple, il a parcouru la même distance, donc il est venu traverser la section qui est là. Alors, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les électrons qui sont représentés présentement dans ce petit morceau de cylindre-là, comme ils vont tous à la même vitesse, qui est la vitesse de dérive, ils vont tous être passés à travers la surface qui est ici à gauche. Donc, on va pouvoir calculer le courant à partir de ça. Il faut définir par exemple ici N. Donc, ce que j'appelle N, c'est le nombre d'électrons de conduction
par unité de volume. Donc, par exemple, ici, dans ce petit morceau de fil-là, je pourrais calculer n en comptant mon nombre d'électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettons que j'en ai 12, je ne sais pas, par unité de volume. Donc, il faudrait que je divise par le volume de ça ici. Donc, le nombre d'électrons de conduction par unité de volume de mon conducteur. Maintenant, donc, on disait après un temps delta t, qui est arbitraire, nos électrons parcourent donc une distance d, qui est la vitesse de dérive fois le temps en question. La charge nette, donc, qui va avoir traversé la surface qui est ici à gauche, ben, comme je disais, c'est le nombre d'électrons qui avait contenu là-dedans. Donc, on pourrait dire, c'est quoi ce nombre-là? C'est le nombre d'électrons par unité de volume, donc le N, fois le volume. Donc, le volume qui est là. Et ce volume-là, ben, c'est un cylindre. Alors, on peut le calculer en faisant A fois D, donc la surface fois la hauteur, si vous voulez, du cylindre. Puis, il nous manque à multiplier par E, parce qu'on va avoir la charge. Donc, si je fais juste N fois le volume, ça me donne un nombre d'électrons. Maintenant, il faut que je multiplie aussi par la charge de l'électron pour avoir des coulomb. Donc, le E qui est ici, c'est la charge de l'électron. Voilà, maintenant, je peux remplacer le D aussi par la formule qui est ici. Donc, vitesse de dérive fois le temps. Alors, ceci, ça va me permettre d'écrire mon courant, donc qui est égal à quoi? Alors, vous voyez, j'ai NEA, ici, VD. Puis le delta T, je l'ai envoyé de l'autre côté. Vous voyez, la charge par unité de temps, c'est justement ça, le courant. Alors, c'est pour ça que j'obtiens ici I, qui est mon courant. Alors, vous voyez cette petite formule-là, qui est assez simple quand même, elle nous donne le courant, donc la valeur macroscopique, si on veut, du courant, en fonction de variables microscopiques. Alors, vous voyez le nombre d'électrons par unité de volume, puis la vitesse, la charge des électrons et la vitesse de dérive des électrons. Maintenant, dans la formule précédente, on avait une variable qui était n, le nombre d'électrons par unité de volume. Comment est-ce qu'on fait pour savoir il y a combien d'électrons par unité de volume dans un conducteur? Alors, on va y procéder de la manière suivante. Alors, vous voyez, la formule, elle est là, dans le fond. On a n, qui est le nombre d'électrons par unité de volume. On va le calculer avec ceci. Donc, quels sont ces termes-là? Rho m, c'est la masse volumique du matériau. Exemple, si j'ai un fil de cuivre, je vais prendre la masse volumique du cuivre. Donc ça, c'est des kilogrammes par mètre cube. Le M, là, c'est rho M. L'indice M, c'est juste pour nous rappeler que c'est la masse volumique. Parce qu'on a rencontré un autre symbole rho dans le chapitre 2, qui était la charge par unité de volume, la charge volumique. Donc c'est juste pour ne pas le mélanger entre les deux. Donc rho M, la masse volumique. Ensuite, on divise par la masse molaire. Vous voyez, le M majuscule qui est là, c'est la masse molaire. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Si je fais la masse volumique, qui est des kilogrammes par mètre cube, puis que je divise par la masse molaire, qui est des kilogrammes par mol, bien, à ce moment-là, j'obtiens des mols par mètre cube. Vous voyez, ça me donne le nombre de mols d'atomes de mon conducteur par mètre cube. Ensuite, je multiplie par le nombre d'Avogadro. Vous voyez, Na ici, le nombre d'Avogadro. Donc, ça, c'est le nombre d'atomes par mol. Alors, je vais donc avoir maintenant un nombre d'atomes par unité de volume. Puis ensuite, il me reste une chose, c'est gamma. Alors, le gamma qui est là, c'est tout simplement le nombre d'électrons de conduction par atome. Parce que je t'ai rendu à des atomes par unité de volume. Donc, si je multiplie par le nombre d'électrons par atome, maintenant, je vais avoir un nombre d'électrons par unité de volume. Donc, c'est ce qu'on appelle la valence, en fait, le gamma qui est ici. La valence d'un métal, c'est le nombre d'électrons par atome qui sont des électrons de conduction. Donc, vous avez un tableau ici qui nous les donne. Alors, pour le cuivre, je disais tout à l'heure, c'est 1. Il y a un seul électron de conduction par atome de cuivre. Vous voyez, vous avez l'argent, l'or, etc. C'est 1. Puis ensuite, vous en avez quelques-uns qui ont 2 électrons de conduction par atome, donc le mercure par exemple qui en a 2, l'aluminium en a 3. Vous voyez à droite on a l'aluminium qui a ses 3 électrons de conduction par atome, puis ensuite le plomb. Remarquez qu'on ne peut pas nécessairement dire tout de suite que par exemple l'aluminium est un meilleur conducteur que le cuivre parce qu'il a 3 électrons de conduction par atome, parce que ça dépend aussi de la densité. Alors vous voyez, le cuivre va être plus dense que l'aluminium.
sa masse volumique va être plus élevée, donc il va avoir plus d'électrons par unité de volume, plus d'atomes pardon par unité de volume, donc il faudra voir lequel des deux, ça se pourrait que ça compense dans le fond, donc faut voir vraiment les deux. Je vais vous donner un exemple comment on peut calculer donc le nombre d'électrons de conduction par unité de volume. Je vais le faire pour le cuivre. Donc on va avoir besoin ici de quelques données. On a un tableau ici des propriétés des éléments. Vous avez ça à la page 454 de votre volume. Donc c'est le tableau qui est ici. Je cherche tout simplement le cuivre. Puis les colonnes qui vont m'intéresser, vous voyez, c'est les deux dernières. Donc la masse molaire en grammes par mol, puis la masse volumique qui va être en grammes par centimètre cube. Donc je vais trouver le cuivre. Alors, il est ici. Alors, voyons, on a la masse molaire qui est 63,55 environ grammes par mol. Puis ici, c'est donc la masse volumique qui est 8,92 grammes par centimètre cube. Donc, c'est les données qu'il me fallait. Alors, je vais revenir maintenant ici. Je les ai réécrits ici pour aller plus vite. Donc, vous voyez, la masse molaire, plutôt la masse volumique, puis la masse molaire. Puis, on avait aussi tantôt dans l'autre tableau, ça c'est l'autre tableau qu'il me faut, le nombre d'électrons de conduction par atome. Alors, on prend 1 dans le cas du cuivre. En général, on va vous le donner là, à la fin. Il nous mentionne dans les numéros, là, si vous faites des numéros à la fin du chapitre, que si on ne vous mentionne pas le nombre d'électrons de conduction par atome, vous prenez 1 tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire pour le cuivre. Alors ici, c'est notre formule. Alors il faut juste faire attention aux unités pour être cohérent. Remarquez qu'on peut bien fonctionner en grammes puis en centimètres cubes si on souhaite. À ce moment-là, le N, ça va être un nombre d'électrons par centimètre cube. Vaudrait mieux par contre le mettre en unité standard du système international pour que ça fonctionne avec les autres équations. Donc, voyez la masse par unité de volume. Je vais avoir 8,92. Ça, c'est des grammes par centimètre cube. D'ailleurs, tiens, j'aurais dû faire ma conversion avant, plutôt que de la faire ici. Là. On va la faire ici. Alors, 8,92, c'est des grammes. Donc, je dois multiplier par 10 exposant moins 3 pour avoir des kilogrammes. Puis ensuite, au dénominateur, j'ai des centimètres cubes. Donc, 1 centimètre, d'abord, c'est 10 exposant moins 2 mètres. Mais comme il est au cube, donc ça va être 10 exposant moins 6. Alors, dans le fond, ça veut dire qu'il va falloir multiplier par 10 exposant moins 3 en haut et 10 exposant moins 6 en bas. Donc, en fait, ça va nous faire multiplier par 1000 au bout du compte, qui va faire 8920, donc kilogrammes par mètre cube. Ensuite, le nombre d'Avogadro, 6,022 par 10 exposant 23. 1 pour le nombre d'électrons par atome. Puis ensuite, la masse molaire. Donc, encore une fois, on a des grammes. Celui-là, ça va être plus facile à convertir. C'est juste les kilogrammes. Donc, on va avoir ceci. Donc, en kilogrammes par mol, en fait, on va avoir ce nombre-là. Donc, on fait le calcul. Ça donne 8,45 fois 10 exposant 28 électrons par mètre cube. Donc, c'est en fait le nombre d'électrons de conduction par mètre cube dans notre cuivre. Ça peut paraître un chiffre qui est énorme, 10 exposant 28, ça l'est, mais en fait, il faut penser que c'est le nombre d'électrons dans un mètre cube de cuivre, d'électrons de conduction, donc c'est normal que ça soit élevé. Un autre petit exemple pour illustrer encore l'autre formule qu'on a vue tout à l'heure. Je vais la réécrire ici. La formule pour le courant. Alors, on avait que le courant est égal à NEAVD. Donc, le nombre d'électrons par unité de volume fois la charge de l'électron fois l'aire de la section fois la vitesse de dérive. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre le chiffre qu'on vient de calculer pour le cuivre. Donc ça, c'est le N en fait. C'est le nombre d'électrons par unité de volume. Puis on va calculer, ça serait quoi la vitesse de dérive des électrons si on avait un courant dans un fil. On va prendre des données assez, disons, moyennes, normales. Supposons qu'on a un courant de 10 ampères qui circule dans un fil, puis qu'on a un fil qui aurait un diamètre de, disons, 2 mm. Ça serait le diamètre de mon fil. Alors, ça serait quoi maintenant la vitesse de dérive des électrons? Donc, ça serait ça ma question. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir ici? Alors, je veux isoler VD. On a déjà calculé N, c'est notre fil de cuivre. On a I qui est 10 ampères. Donc, il nous manque le A, la section.
Or, ici, notre fil, c'est un fil de section circulaire. On a le diamètre qui est 2 mm. Donc, si on regarde le fil vu de face, ça ressemble à quelque chose comme ceci, avec 2 mm pour le diamètre. Donc, le A, on peut le calculer en faisant tout simplement pi r carré, ou encore pi fois d sur 2 au carré. Donc, dans notre cas, on va avoir pi fois, d sur 2, ça va donner 1 mm dans le fond. Donc 0,001 mètre. Et donc notre R va être égal à 3,14 fois 10 exposant moins 6 mètres carrés. Donc c'est un petit chiffre, évidemment c'est un tout petit fil, 2 mm seulement de diamètre. Maintenant, on reprend notre formule d'en haut. On va isoler VD. Alors on va avoir I sur N EA. Alors 10 ampères dans notre fil de cuivre. Le N, c'est le chiffre qu'on a trouvé tout à l'heure, 8,45 fois 10 à la 28 pour notre fil de cuivre. Voilà. Puis ensuite, la charge de l'électron, 1,6 fois 10 à la moins 19. Et, je vais me faire de la place un peu, ma surface qui était 3,14 fois 10 à la moins 6. Donc, voilà, 3,14 fois 10 à la moins 6 pour la surface. Vous remarquez que je ne mets pas les unités, mais je me suis assuré que c'est toutes les bonnes unités du système international. Donc, des ampères, des électrons par mètre cube, des coulombs, puis ensuite ici, j'ai des mètres carrés pour la surface. Alors, ça va me donner, pour la vitesse de dérive, 2,4 fois 10 exposant moins 4. Et ça va me donner des mètres par seconde. Comme j'avais toutes les bonnes unités pour le reste, ça va me donner des mètres par seconde. Je pourrais aussi l'exprimer peut-être en millimètres par seconde, vu que c'est petit, ça donne encore 0,24 mm par seconde. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'ordre de grandeur, vous voyez, de la vitesse de dérive. On a en fait quelques dixièmes de millimètres par seconde comme vitesse. Alors ça veut dire que les électrons de conduction se déplacent très lentement en fait dans les conducteurs. Et on peut peut-être se demander comment ça se fait que, par exemple, quand j'allume la lumière, donc je pèse sur l'interrupteur de la lumière, même si c'est à plusieurs mètres de l'interrupteur, la lumière va s'allumer tout de suite. Pourquoi c'est le cas? Vous voyez, à 0,24 mm par seconde, ça prendrait plusieurs secondes avant que le courant puisse se rendre à l'ampoule en question. Sauf qu'en réalité, ça, c'est la vitesse de dérive. Donc, c'est la vitesse moyenne de déplacement des électrons. Sauf qu'en réalité, quand on allume l'interrupteur, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait le contact. Les électrons du fil, tous les électrons du fil se mettent à bouger en même temps à cette vitesse-là, 0,24 mm par seconde. Alors, l'électron qui est proche de l'interrupteur commence à bouger dans cette direction-là, mais le suivant aussi, puis tous les électrons jusqu'à l'ampoule se mettent tout de suite à bouger à cette vitesse-là. C'est un peu comme si on avait plusieurs autos arrêtées à une lumière, puis quand la lumière vient verte, contrairement à ce qui se produit dans la vraie vie, supposons que toutes les autos qui sont en arrière, ils voient que la lumière est verte, donc ils partent tout en même temps. Alors c'est ce qui arrive pour les électrons. Bon, dans la vraie vie, avec les autos, c'est pas ce qui se produit. On se met à bouger tout un après l'autre. S'il arrivait ça avec les électrons, ça prendrait pas mal de temps avant que la lumière s'allume en réalité.